Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal. Voici les grandes lignes de l'actualité de ce soir. Le ministère de la Solidarité a apporté un soutien significatif aux familles touchées par les crises avec la remise de kits scolaires et une aide financière pour 229 enfants. Et retour à Boundiali où la gendarmerie nationale intensifie ses opérations contre l'orpaillage illégal. Nous vous emmènerons au cœur des interventions pour déloger les orpailleurs clandestins. À Abidjan, une rencontre cruciale a réuni des experts et décideurs pour discuter des défis et des solutions liées à la sécurité sociale. Le forum de 3 jours, présidé par le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, explore des méthodes de financement innovantes pour assurer la durabilité des systèmes de protection sociale. Reportage de Nadia Edja et Tanguy Kona. C'est une rencontre qui appelle à la mutualisation des forces et au partage des idées pour la viabilité et la durabilité des systèmes de protection sociale grâce à l'investissement des fonds de sécurité sociale. Durant 3 jours à Abidjan, experts, décideurs et représentants des organisations membres de l'Association internationale de sécurité sociale ont planché sur les méthodes de financement innovants, les stratégies efficaces et les meilleures pratiques. Cela en présence du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale qui a ouvert la cérémonie. L'AISS nous invite à repenser nos approches et à intégrer davantage de critères de durabilité dans la gestion des fonds de sécurité sociale. L'investissement rigoureux et sécuriser les excédents de gestion dégagés par les institutions de prévoyance sociale est un élément crucial pour l'avenir de nos systèmes de protection sociale et de nos économies. Malgré de nombreux défis, plusieurs organismes de protection sociale du continent, dont la Caisse nationale de prévoyance sociale, se sont réinventés et affichent aujourd'hui un système solide. Les projections montrent que même d'ici 50 ans, la viabilité est assurée et mieux, les excédents que la CNPS de Côte d'Ivoire recouvre permettent non seulement de respecter ses engagements vis-à-vis des assurés sociaux, mais aussi de revaloriser régulièrement les pensions et aussi d'injecter de l'argent dans l'économie à travers les bons de trésor, les obligations d'État, et tout ceci dans le cadre d'un développement harmonieux et une forte contribution des organismes de sécurité sociale. L'avenir de la sécurité sociale en Afrique est plus ou moins garanti dans les 10 ans. Au regard de l'actualité et des engagements que nous avons pris, des possibilités qui se présentent à l'horizon, il est garanti que d'ici 10 ans, et même au-delà de 10 ans, nous sommes sûrs et rassurés de la durabilité et de la longévité de nos systèmes de protection sociale. Ouverte le lundi 9 septembre à l'initiative de l'Association internationale de sécurité sociale, cette rencontre a pris fin ce mercredi 11 septembre. L'AISS est la principale organisation de sécurité sociale au monde. Elle a été fondée en 1927 et compte aujourd'hui plus de 320 institutions membres dans plus de 160 pays. Et nous poursuivons avec une mise à jour sur la lutte contre l'orpaillage illégal à Boundiali. Depuis le week-end dernier, les opérations se sont intensifiées, notamment avec l'évacuation du site du village de Gbeni. Nos envoyés spéciaux, Thiem Dangé et Joseph Zécré, nous plongent dans le vif du sujet et nous montrent les actions menées par les forces de l'ordre pour lutter contre cette activité clandestine. Après Fodio, où l'opération de démantèlement de sites d'orpaillage illégal dans l'Abagoué voit lever le camp de base, implanté en pleine école primaire du village, les gendarmes sur un autre théâtre opérationnel, le site d'extraction illicite d'or de faux noms d'Ara. Pendant la manœuvre, les éléments de la maréchaussée ivoirienne, projetés en pleine savane arborée, ne rencontrent aucune résistance. Ceux qui sont dans leur viseur prennent plutôt le large. Sur leurs traces, la nature mise en coupe réglée, avec de larges excavations dans le sol et des puits de plus d'une trentaine de mètres. Sur les lieux, une logistique non détruite avant de prendre le large. Ce sont ces bidons coupés là qui leur permettent d'extraire l'eau des différents trous pour pouvoir atteindre le minerai. La fouille en binôme et trinôme en position avancée et fructueuse avec la découverte de matériel d'extraction de l'or abandonné. À quelques pas de là, d'autres matériels soigneusement cachés, débusqués. Au nombre des saisies mis hors d'usage, motopompes et concasseurs. Le détachement poursuit sa progression. Sur sa route, d'autres engins de travail démantelés.
Ces outils et abris de fortune sur un site de 8 hectares de Fonandara sont détruits. Cap sur Fodio. Autre village où les orpailleurs avaient élu domicile avant d'être déguerpis par le GS-Loi, groupement spécial de lutte contre l'orpaillage illégal. Ici, chefferie et notables saluent désormais les manœuvres de la gendarmerie nationale pour mettre fin au revers de l'activité illicite de l'extraction de l'or. Toutefois, l'on plaide d'un assouplissement de la législation minière et ainsi permettre aux villageois de disposer d'agréments pour exercer en toute légalité. Nous aidons aussi pour les papiers facilement. Nous, on va avoir les papiers aussi. Ils voient que c'est trop cher, bon, c'est trop compliqué, avec que, bon, ils n'ont qu'à essayer de diminuer un peu. Là, ils vont chercher à voir, sinon vraiment c'est trop compliqué. Vraiment, c'est ce que lui souhaite. En attendant le traitement de ce plaidoyer, la gendarmerie nationale, sur instruction de la hiérarchie, poursuit ses descentes inopinées sur le terrain, avec pour objectif sonner la fin d'une activité préjudiciable à la santé des populations, à l'écologie, l'économie et à la sécurité nationale. Dans le cadre de la gouvernance des frontières, la Côte d'Ivoire accueille le Abidjan Border Forum du 23 au 25 octobre. Ce forum lancé mardi soir à l'auditorium de la primature abordera les défis liés aux frontières avec pour thème frontières vertes entre ressources naturelles partagées et défis de sécurité. Des précisions avec Salifia Lekwe et Chèque Bleu sur cet événement. Abidjan, la capitale économique ivoirienne, va abriter les 23, 24 et 25 la deuxième édition d'Abidjan Border Forum. Une initiative de l'État ivoirien, pilotée par la CNFCI, la Commission nationale des frontières de Côte d'Ivoire, en collaboration avec l'Union africaine. Une véritable plateforme d'échange qui s'offre aux experts nationaux, internationaux, aux experts de la société civile, aux praticiens et aux universitaires, dont les domaines d'action sont liés à la gouvernance des frontières, en vue de faire connaître leurs idées novatrices, leurs inventions ou créations capables de contribuer significativement au renforcement de la sécurité, de la paix, de la cohésion sociale et au développement harmonieux des espaces frontaliers. Frontières vertes, entre ressources naturelles partagées et défis de sécurité est la thématique centrale de cet événement. Moussa Faki Mahamat, le président de la commission de l'UA, prononcera la conférence inaugurale. Il me plaît de rappeler que le choix de la Côte d'Ivoire de tenir une rencontre périodique dénommée Abidjan Border Forum coïncide avec une décision prise par la Commission de l'Union africaine consistant à institutionnaliser un rendez-vous international sur les frontières étatiques, interétatiques africaines. L'État de Côte d'Ivoire, pour sa part, continuera de s'investir dans la politique de gestion des frontières. Telle est l'assurance donnée par le représentant du chef du gouvernement, Robert Begré-Mambé, à cette tribune. La Côte d'Ivoire est engagée dans une gestion intégrée des frontières. Cet engagement s'est matérialisé récemment par l'adoption d'une politique nationale des frontières et cet engagement se matérialise encore aujourd'hui par le lancement de cette activité importante. C'est une problématique qui intègre une dimension multisectorielle. Le gouvernement a adopté ce rendez-vous tous les 2 ans pour mener la réflexion, pour actualiser les démarches qui sont entreprises ici et là et mettre ensemble tous les efforts qui peuvent être déployés pour mieux réussir cette politique nationale. Lors de ce lancement, le site internet de l'événement a été dévoilé, de même qu'une présentation du président du comité scientifique sur les enjeux de ces assises d'Abidjan. Des panels, des conférences, des tables rondes de haut niveau, des rencontres B2B, de networking et d'activités culturelles seront au menu de cette deuxième édition d'Abidjan Border Forum, où 5000 participants sont attendus. Et dans le domaine de la solidarité, un geste fort a été réalisé pour soutenir les familles éprouvées par les crises. Ce mercredi, le ministère de la Solidarité a distribué des kits scolaires et une aide financière à 229 enfants afin de les accompagner pour leur rentrée scolaire. Retour sur cette initiative avec Nikema Moussa et Joseph Zécré. Pour cette année scolaire 2024-2025,
Ce sont 229 enfants issus de familles victimes de crise qui ont reçu une prise en charge scolaire du ministère en charge de la solidarité. En plus des kits, une somme de 100 000 francs par enfant au collège et la somme de 200 000 francs pour ceux du supérieur. Un ouf de soulagement pour les parents de ces enfants. Chaque année, les 300 000 francs m'aident à scolariser mes enfants. Depuis que je reçois le don du ministère, je suis épanouie. Ça m'aide vraiment à m'occuper de mes enfants et le quotidien aussi. Donc, la première en terminale, la deuxième en quatrième, la troisième passe en cinquième. Je suis veuve depuis 2011. Durant tout ce temps, Madame la ministre a commencé à nous prendre en charge depuis 2019. En plus de ces dons devenus une tradition, la ministre a aussi récompensé les 11 meilleurs d'entre ses élèves. 200 000 pour les meilleurs élèves du collège, 300 000 francs pour ceux des grandes écoles et 500 000 francs pour ceux à l'université. Les crises vous ont privé d'avoir soit une mère à vos côtés ou un père à vos côtés, et pour certains, les deux parents. Mais vous êtes en vie, vous travaillez très bien à l'école, moi cela me réjouit. Débutée depuis 2017, cette initiative vise à soutenir les familles victimes des différentes crises du pays. Ces 229 enfants viennent s'ajouter aux 1731 déjà bénéficiaires de cette action de solidarité. Un bel élan de solidarité a également été observé par les femmes pompiers civiles. En cette période de rentrée, elles ont offert des kits scolaires à 54 enfants de leurs collègues décédés. Reportage. Ils sont 54, tous enfants de pompiers civils décédés. Ils reçoivent ce jour des kits scolaires de la part de l'Amicale des femmes pompiers civils de Côte d'Ivoire. Un don qui vise à soutenir les familles des pompiers civils décédés pendant leur activité. Nous voyons un peu les difficultés dans lesquelles les femmes de notre collègue et nos enfants sont. C'est en ce sens-là que nous avons décidé de faire la collecte, par la suite faire des dons de kits scolaires aux enfants. C'est un énorme plaisir d'être avec les enfants qui ne se sentent pas seuls aujourd'hui parce que les parents ne sont pas là, mais étant avec nous, ils sentent les parents représentés comme si les parents étaient là. Émus par l'acte de solidarité, parents et enfants ont témoigné toute leur reconnaissance. Ces dons que j'ai reçus me donnent de la joie au cœur parce que en ce jour, je n'ai plus mon père auprès de moi pour payer mes kits scolaires. Donc, ce que l'amicale a fait en ce jour me fait très plaisir. Ça fait vraiment plaisir aux enfants quand ils font ça. Vraiment que Dieu les bénisse. Il est décédé au cours d'un accident le jour des fêtes des pères, le 18 juin 2023. Son fils aujourd'hui et sa fille reçoivent des kits scolaires. Mais aujourd'hui, je suis en joie parce que je sais que vraiment les sapeurs-pompiers, vraiment, je ne dis pas que d'autres corps ne sont pas les meilleurs. Mais aujourd'hui, ils me font rappeler un peu que mon grand frère est toujours vivant. Contente pour sa première édition, cette remise de dons est une occasion pour l'amicale d'accompagner et soutenir les familles, singulièrement les enfants de leurs collègues décédés. Elles invitent par ailleurs toutes les femmes de la corporation à soutenir l'initiative et accompagner le plus d'enfants pour les prochaines éditions. Le 20 septembre prochain, le Palais de la Culture de Treichville accueillera la journée RHDP de l'emploi et de l'entrepreneuriat. Cette initiative vise à offrir aux militants du parti présidentiel des opportunités précieuses en matière d'emploi et de création d'entreprises. Nadia Eja et Tanguy Conan nous en donnent les détails. Cet objectif motive l'initiative de la journée RHDP de l'emploi et de l'entrepreneuriat, prévue le 20 septembre prochain au Palais de la Culture de Treichville. Ce sont entre autres la facilitation de l'accès des militants du parti présidentiel à des opportunités d'emploi, le renforcement des compétences en matière de rédaction de lettres de motivation, CV et business plan, la mise en relation avec les recruteurs et l'appui à la recherche de financement. La journée RHDP de l'emploi et de l'entrepreneuriat représente une opportunité précieuse pour les militants afin de renforcer leurs compétences, de découvrir des opportunités professionnelles et de s'initier à l'entrepreneuriat. En réunissant les experts, les recruteurs, les entrepreneurs, cet événement va créer un environnement propice au développement de carrières et d'initiatives entrepreneuriales. C'est une gestion efficiente des ressources humaines de notre parti. À ces attentes s'ajoute la présentation des missions du secrétariat national
chargé de l'emploi et de la promotion de l'emploi. Nos objectifs sont répertorier les compétences au sein du parti afin de constituer une base de données et de partager avec eux toutes les opportunités d'emploi sur le marché ivoirien, informer nos militants sur le marché de l'emploi, sur les opportunités qui sont offertes et les compétences requises, renforcer les capacités de nos militants, former nos militants sur les questions liées à l'entrepreneuriat, informer nos militants sur les mécanismes de financement qui sont disponibles pour la réalisation de leurs projets et enfin informer nos militants sur les concours de la fonction publique. 600 participants sont attendus au cours de cette journée qui sera meublée par la cérémonie inaugurale, des stands d'exposition, des panels et des ateliers de formation. On revient sur le débat télévisé marquant entre Kamala Harris et Donald Trump. Ce duel riche en confrontations et en accusations a révélé les visions opposées des candidats pour l'avenir des États-Unis. Mardoché Kwasi nous fait vivre les moments clés de ce face-à-face électoral. La tension s'est installée dès le début, même si Kamala Harris et Donald Trump ont échangé une poignée de main sous les yeux de millions de téléspectateurs. La vice-présidente démocrate et le candidat républicain, qui ne s'étaient jamais retrouvés face à face, ont rapidement fait de ce débat une foire d'empoigne sur l'économie, l'avortement ou encore l'immigration. Assurant avoir remis en ordre le bazar laissé par Donald Trump, Kamala Harris a par exemple reproché à son adversaire de propager un tissu de mensonges sur l'avortement et d'insulter les Américaines. Taxant sa rivale de marxiste, Trump a au contraire accusé la vice-présidente d'avoir copié le programme de Joe Biden et de détruire le tissu social du pays en laissant des millions de personnes affluer dans le pays. Les échanges ont été également tendus sur la politique étrangère. La vice-présidente a assuré que le président russe Vladimir Poutine ne ferait qu'une bouchée de Donald Trump, qu'elle a décrit comme un dirigeant que les dictateurs sauraient manipuler. Si elle devient présidente, je crois qu'Israël n'existera plus d'ici 2 ans, a pour sa part accusé l'ancien président. Kamala Harris, 59 ans, et Donald Trump, 78 ans, ont parlé sans public ni vote, avec leur micro coupé quand ce n'était pas leur tour de s'exprimer, selon des règles strictes destinées à empêcher les interruptions intempestives. Peu après la fin du duel télévisé, Kamala Harris a mis au défi son rival républicain Donald Trump de débattre une 2e fois, selon un communiqué de son équipe de campagne. De son côté, Donald Trump a assuré mardi n'avoir jamais aussi bien débattu, accusant également les modérateurs de parti pris. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain, même heure, même chaîne, pour un nouveau tour de l'actualité. Bonne soirée sur NCI.